Étienne Chouard, bonjour. Salut Karl. Alors, j'ai interviewé dans ma vie un nombre extravagant de politiques. Et il faut bien dire que ça ressemblait plus souvent à des petites scénettes d'au théâtre ce soir qu'à des débats vraiment politiques, tant le niveau était souvent faible. Évidemment, avec vous, c'est différent. Déjà, vous n'en vivez pas, ce qui est rassurant. Et vous proposez réellement quelque chose de neuf, alors que tant d'autres se contentent de ressasser des vieux poncifs. En plus, en 20 ans, vous n'avez rien lâché. Donc, vous méritez le titre de héros et cette invitation pour une conversation avec des héros. On va essayer ensemble d'élever un peu le débat tout en restant ludique, puisqu'on va jouer au jeu des citations. Alors, soyez bien concentrés. Qui a dit « On ne peut rien comprendre à la politique si on ne voit pas qu'on est gouverné par des traîtres ». Ça, c'est moi. Tout le monde, tous ceux qui ont gouverné étaient des traîtres? Non, pas tous. Je crois qu'un gars comme De Gaulle, à qui pourtant il y a quand même pas mal de choses à reprocher sur la France-Afrique et la fausse décolonisation et cette fichue anti-constitution qui est faite pour lui, qui est en fait une constitution tyrannique et qui n'avait comme seul rempart que sa vertu, qui était réelle. Mais qui n'était pas garantie, puisque ses successeurs ont été terrifiants et ont tous les pouvoirs à cause de cette constitution. Donc on peut faire plein de reproches à De Gaulle, des reproches graves, mais j'ai l'impression que ce gars-là n'était pas un traître. Jaurès n'était pas un traître, Proudhon n'était pas un traître. Je pense que François Ruffin n'est pas un traître, mais en fait, la plupart des gens honnêtes sont minoritaires. Et donc, en fait, ils n'ont rigoureusement aucun pouvoir comme nous. Et en fait, sans le savoir, je pense que ils ne s'en rendent pas compte. S'ils s'en rendent compte, ça doit être désespérant. Ils servent d'alibi au système d'exploitation parlementaire, au système de domination parlementaire. Ils servent d'alibi parce qu'ils donnent l'impression qu'il y a une liberté et une possibilité d'alternative, une liberté d'expression et une possibilité d'action qui sont en fait complètement illusoires et factices. Et donc, ils servent d'alibi parce que le système est verrouillé pour que ne soit véritablement décisionnaire que les représentants majoritaires. Et là, eux, c'est des traîtres. Ouais, eux, c'est des traîtres. Et aujourd'hui, c'est effrayant, quoi. Toutes les décisions, il y en a plusieurs par jour, vont contre l'intérêt général et dans un contexte permanent d'impuissance populaire à résister. Nous n'avons aucun moyen de nous défendre contre les traîtres parvenus au pouvoir. Mais si vous voulez, cette accusation de malhonnêteté, d'être au service des riches, cette accusation de traîtrise, en fait, elle est vieille comme le système représentatif. Elle date au 19e déjà. Les représentants du peuple, les vrais représentants du peuple qu'on appelait socialistes à l'époque, qui n'avaient rien à voir avec ce qu'ils sont devenus, qui étaient vraiment au service du peuple, dénonçaient les mensonges des élus, des candidats qui mentaient pour être élus et puis qui ensuite servaient les intérêts des riches qui les avaient fait élire. Et donc, c'est une vieille affaire, mais on a complètement oublié, depuis 150 ans, 200 ans presque, on a complètement oublié de s'en prendre à la tyrannie plutôt qu'au tyran. On s'en prend aux personnes, et quand je dis traître, je fais comme tout le monde, mais la particularité de ce que je fais, et je m'étonne d'être quasiment le seul, c'est de m'en prendre à la tyrannie, c'est-à-dire aux institutions de la traîtrise. Qu'est-ce qui permet aux traîtres d'accéder au pouvoir? J'arrive pas à avoir de débat avec les élus, j'arrive pas à avoir de débat avec les profs de droit, avec les constitutionnalistes, avec les profs de droit public. Tous ces gens-là se défilent, ils ne discutent qu'entre eux, et donc ils ne parlent jamais de l'essentiel. Je prétends que ce qui porte les traîtres au pouvoir, c'est une procédure. Et ce qui fait le capitalisme, et tous les abus de pouvoir en général, y compris les abus de pouvoir sexuels dont on parlera peut-être tout à l'heure,
qui sont une variante des abus de pouvoir et vieilles comme le monde, hein. Euh, Ce qui permet ces abus de pouvoir et leur impunité, c'est une procédure qui, à mon avis, est la plus merdique du monde. Il ne faut pas que je dise de gros mots, mais c'est l'élection. L'élection parmi des candidats qu'on peut aider, qu'il est autorisé d'aider. On a le droit d'aider les candidats. Donc les plus riches, évidemment, vont aider les candidats. Ils vont aider leurs hommes, quoi, hein, leurs serviteurs, qui vont être leurs débiteurs et qui vont servir leurs intérêts. Et ça marche comme ça depuis que c'est institué, quoi, hein. Le capitalisme, c'est les grands marchands qui ont pris le pouvoir au XVIIIe siècle. Fin du XVIIIe, les grands marchands n'avaient pas le pouvoir pendant l'Ancien Régime. Il y avait toujours un roi, avec des nobles, et au sommet les rois, puis le clergé, euh, qui pouvait jeter aux oubliettes quelqu'un qui devenait trop riche, qui pouvait foutre dehors les usuriers quand toute la société était endettée et qu'il fallait, pour survivre, pour que la société survive, il fallait se débarrasser, mais physiquement, les foutre dehors à coups de pompe dans le cul. Les usuriers, tous les 49 ans, on les foutait dehors. Mais il y avait un souverain pour faire ça. Et ce qui s'est passé, qui est terrible, hein, je crois, au XVIIIe siècle, c'est que à la faveur d'un processus nouveau, qui s'appelait le processus constituant, les grands marchands, et notamment les marchands d'argent, qui sont les plus riches des marchands, ont pris le pouvoir, ils se sont déclarés constituants, et ils ont mis en place l'élection. L'élection leur a donné depuis le pouvoir d'être tout le temps au pouvoir. L'élection donne le pouvoir aux riches, tout le temps, partout. Bon, tu as une exception de temps en temps, tu as un Chavez, mais c'est... Non, dans tous les cas, pratiquement partout, l'élection donne le pouvoir aux riches. Alors que le tirage au sort, on a 200 ans d'expérience de l'élection. Depuis la fin du XVIIIe, début du XIXe, on a l'expérience pratique que l'élection donne le pouvoir aux riches. Et à Athènes, il y a eu 200 ans de démocratie, 200 ans de tirage au sort tous les jours. Donc c'est le même temps à peu près. On a 2 laboratoires. Et pendant 200 ans à Athènes, c'est les pauvres, mais les pauvres, c'est 99%, c'est tout le monde, quoi, hein. C'est pas les ultra riches qui dirigeaient, parce que le tirage au sort coupe une espèce de courroie qui pourrait y avoir, et qu'il n'y a pas quand c'est le tirage au sort, entre la puissance économique et la puissance politique. Vous tirez au sort, vous êtes riche par riche, vous aurez le pouvoir de la même façon. Vous mentez pas, vous aurez le pouvoir ou vous n'aurez pas le pouvoir de la même façon. Le tirage au sort, il est équitable, incorruptible. Et pendant 200 ans, il a donné le pouvoir aux 99%. 200 ans. Et pendant 200 ans d'élection, c'est les 1% qui ont eu le pouvoir. Donc l'élection donne le pouvoir à tout le monde. L'élection donne le pouvoir, pardon, aux plus riches. Le tirage au sort donne le pouvoir à tout le monde. Je pose la question, hein, combien de temps encore les 99% vont adorer cette procédure de merde qu'est l'élection? Le suffrage par le sort est de la nature de la démocratie. Le suffrage par le choix est de celle de l'aristocratie. Je dirais Montesquieu ou Aristote. Montesquieu. Montesquieu. Ça rejoint exactement ce que vous dites. Oui, absolument. Mais ce que je dis aujourd'hui est nouveau, mais enfin, moi, ça fait 20 ans que je le dis, mais il y a 20 ans, c'était une tempête dans un ciel bleu, hein. Moi, quand j'ai découvert ça, il n'y avait pas grand monde qui travaillait sur le tirage au sort. Il y a une bande d'universitaires que j'ai rencontrés depuis. On a eu un colloque en Irlande avec les universitaires d'Europe qui réfléchissent au tirage au sort. Mais ces gens-là ne sont pas militants du tout. Ils se sont même pas filmés. On a passé 2, 3 jours à Dublin à parler du tirage au sort comme des fous, vraiment à fond, quoi, hein. Avantages, inconvénients, perspectives, histoire, passionnant. Ils se sont même pas filmés. En fait, ces gens-là se foutent. Ce qu'ils font est intéressant, mais ils se foutent complètement de ce qu'on va en faire politiquement. Et ils invitent au milieu d'eux un gars, un Frenchie, là, qui est militant. C'est marrant, il croit à ce qu'il dit, il est rigolo, et il croit qu'on va en faire quelque chose. Alors, ils ont eu l'air de trouver ça intéressant, ce que je leur racontais, mais ça ne les a pas transformés. Ils s'occupent de leur carrière, comme les universitaires, quoi, hein. Ils sont pas utiles politiquement. Enfin, utiles, sauf s'il y a des relais pour leur donner voilà, de l'écho. En tout cas,
Aujourd'hui, c'est comme une nouveauté, c'est surprenant, on se dit, le tirage au sort, mais qui est ce mec qui nous parle de tirage au sort, c'est quoi ce truc? Mais il y a 200 ans, tous les penseurs politiques depuis des millénaires, tous les penseurs politiques depuis des millénaires savaient, et se passait le mot, que la seule procédure démocratique, c'est le tirage au sort, et que l'élection est, par construction, forcément, mécaniquement aristocratique, donc antidémocratique. Quand on dit élection démocratique, on se fout du monde. Alors moi, je l'ai dit, donc c'est pas qu'on se fout du monde, c'est que soit on se trompe gravement, soit on se fout du monde. On se trompe gravement si on le sait pas, et on se fout du monde si on le sait. Euh, mais dans les deux cas, c'est une erreur gravissime. Quand on dit élection démocratique, c'est comme si on disait neige brûlante, lumière noire, banquier honnête, vaccin sûr et efficace. C'est des oxymores, c'est des contradictions dans les termes. L'élection est par construction, et si vous avez une objection, ça m'intéresse. Hein. Je ne progresse, comme tout le monde, hein, je ne progresse que dans la contradiction. Donc, allez-y, si vous trouvez que je me trompe, n'hésitez pas. Mais là où j'en suis, moi, dans mon chantier, c'est que l'élection, qui est une procédure par laquelle je désigne je mets le nom de quelqu'un dans une urne, en disant, c'est lui, j'accepte, c'est lui qui va tout décider à ma place. Donc, je ne vais plus décider de rien, c'est lui qui va tout décider à ma place pendant 5 ans. Tout décider à ma place? L'élection est, par définition, violemment antidémocratique. Elle a été conçue par Sieyès en France, Madison aux États-Unis, les pères fondateurs du gouvernement représentatif au XVIIIe siècle. Elle a été conçue pour nous tenir à l'écart. Et aujourd'hui, nous sommes rendus à un tel degré de désinformation, de mise à l'envers de nos pauvres cervelles, que nous adorons cette procédure comme si c'était l'alpha et l'oméga de notre liberté, de notre émancipation politique. Mais c'est quel foutage de gueule intégral! Et quelle sottise! Mais comme nous sommes complètement idiots, quoi. Hein. Et nous nous lamentons de notre impuissance, et nous nous lamentons de la traîtrise de nos représentants. Mais Dieu rit, disait, je crois que c'est Bossuet qui disait ça, Dieu rit de ceux qui déplorent les conséquences dont ils adorent les causes. Dieu rit de ceux qui déplorent les conséquences dont ils adorent les causes. Vous adorez l'élection? Mais vous plaignez pas d'être impuissant et de vous faire marcher sur la tête, voler, rançonner, tuer, violer, vos enfants se font violer, vous pouvez rien faire, rien dire, mais vous adorez l'élection, mais c'est bien fait pour vous, mais c'est bien fait pour vous, vous êtes trop cons, c'est la sélection naturelle, hein, mort au con, là, c'est la loi de la jungle, c'est mort au con. Et et en plus on est arrogant en proportion de notre sottise. Les gens vous disent, mais comment? Vous dites du mal de l'élection, vous êtes un populiste, vous êtes un démagogue, vous êtes... Putain, mais réfléchis avant de parler, quoi. Putain. Il faudra que la conséquence s'incline devant la cause. Oui, il faudrait que nous tirions les conséquences logiques de ce que nous observons au lieu de croire les bobards. Le problème de l'espèce humaine, c'est que nous sommes effroyablement vulnérables aux bobards. Moi aussi, évidemment. Vous et moi, tout le monde, hein. Nous sommes vulnérables aux bobards. En vieillissant de moins en moins. Je ne suis pas sûr. Non, je crois vraiment que les humains marchent aux histoires. Nous adorons qu'on nous raconte des histoires. Nous adorons que nos croyances soient confirmées. Et nous sélectionnons dans les informations ce qui confirme nos croyances. Et moi, pareil, hein, moi, comme je ne me mets pas à l'écart. Nous sommes comme ça. Et donc, la démarche scientifique, que j'adore, hein, qui est formidable, et qui est complètement violentée aujourd'hui avec ce qu'on appelle Covid-19, là, c'est coup d'État totalitaire. La méthode scientifique est violentée par tous les bouts, avec la science médicale. La science médicale, elle est ravagée, dévastée, dévoyée, salopée, euh, euh, dévoyée, c'est vraiment le bon mot. Les rédacteurs en chef des plus grandes revues scientifiques, le Lancet, le BMJ, les rédacteurs en chef depuis 40 ans, des vieux rédacteurs en chef, écrivent des livres pour dire, ça me désole d'écrire ça, mais je pense que plus de la moitié de ce que nous publions, c'est de la merde. C'est faux.
plus de la moitié de ce qui est publié dans les revues est de la merde. Les plus grands rédacteurs en chef le disent, l'écrivent dans des livres. J'ai 60 livres sur la corruption médicale. 60 livres sur, plus de 60 maintenant, sur la corruption médicale et la religion vaccinale, la dinguerie, l'hystérie vaccinale. Je tombe de l'armoire, moi. Hein. Je suis comme vous. Hein. Vous êtes tombé sur le dossier de la pédocriminalité qui est épouvantable, qui est révoltant, bouleversant. Et je comprends que vous vous y atteliez à la vie, à la mort. Et moi, je découvre la religion vaccinale à laquelle je participais comme tout le monde. Et quand je me mets à travailler, je m'aperçois de l'énormité de l'abus de pouvoir médical. Je travaille sur les abus de pouvoir depuis 20 ans, hein, donc je travaille sur les abus de pouvoir et sur les institutions qui nous permettraient d'éviter les abus de pouvoir, qui nous permettraient de limiter, de contrôler les abus de pouvoir. Je travaille depuis 20 ans. Et depuis 3 ans, je suis sur un abus de pouvoir énorme qui a prétexte sanitaire et qui nous terrorise sous prétexte sanitaire, nous terrorise pour obtenir notre docilité, comme d'habitude. Hein, c'est toujours le mécanisme de la mafia, c'est le mécanisme qu'utilisent tous les gouvernements du monde. Hein, terroriser les victimes avant de les faire chanter. Quoi, hein. 60 livres sur les vaccins et la corruption médicale. On ne va plus me traiter d'antivax sans avoir à avancer quelques arguments. Il ne suffira pas de m'insulter, quoi. Il ne suffit pas de dire antivax. Les gens qui nous traitent d'antivax, qui traitent ceux qui bossent d'antivax, n'ont pas lu eux-mêmes un livre. Je ne leur demande pas d'en lire 60, en lire un au moins. Monsieur, vous me traitez d'antivax, quel livre avez-vous lu? Voilà, s'il vous plaît. Quel livre critique, quel livre anti-vax, comme vous dites, avez-vous lu? Et lequel? Voilà. Combien en avez-vous lu et lequel? Ils n'en ont lu aucun. C'est de la religion. C'est une espèce de fanatisme hystérique, comme la religion catholique à l'époque de l'Inquisition. Expie. Et puis on lui broie les chevilles, on lui tenaille les chairs, on le brûle vif jusqu'à ce qu'il expie. Qu'est-ce qui a fait, Étienne, que vous vous soyez rendu compte d'un coup, au moment de 2005, je crois, au moment du référendum sur l'Europe, que je me suis quelque éveillé chose n'allait pas du tout? En 2005, ouais. Le réveil politique, c'était en 2005. J'étais éteint Mais politiquement, comme la plupart des gens, tout le monde. Hein. J'avais voté oui en 92 à Maastricht. Pourtant, je suis prof d'économie, je suis prof de droit, hein, mais je n'ai pas vu passer l'article 104, il n'y a pas eu de débat là-dessus. Hein. L'article 104 de Maastricht qui dit que les États ne peuvent pas présenter à l'escompte leurs propres effets, les États ne peuvent pas emprunter auprès de la Banque centrale gratuitement. Donc s'ils ne peuvent pas emprunter auprès de leur banque centrale, il faut qu'ils empruntent, s'ils ont besoin d'argent, il faut qu'ils empruntent auprès des marchés financiers, ce qui est le nom qu'on donne aux riches, les ultra riches. Bon, il y a quelques pauvres qui boursicotent, mais enfin, le gros des marchés financiers, c'est les très riches. Et donc les États, maintenant, au lieu de prendre l'impôt aux riches, et puis de le garder, maintenant, il faut l'emprunter aux riches, parce qu'on a baissé leurs impôts, on a baissé les impôts des ultra riches, et maintenant, l'État manque d'argent, et il faut l'emprunter, ça veut dire qu'il faudra le rendre, et le rendre avec un intérêt. C'est cocagne. Pour les riches, c'est cocagne. Hein. Le retour sur investissement pour avoir permis l'élection de Macron, Sarkozy, de Hollande, pour avoir permis l'élection de ces truands, le retour sur investissement, il est fabuleux. Quoi. Hein. Tu dépenses quelques millions et tu ramènes quelques milliards. Un jour, les Européens remercieront les Français d'avoir voté non, car la seule Europe qui peut marcher est celle des nations et des projets. Qu'est-ce qui a pu écrire ça? C'était pas Seguin parce qu'il n'était pas vivant, il était plus vivant à cette époque-là. C'était un indice, un Polonais moustachu. Un Polonais moustachu, Valessa? Valessa, bien sûr. Ah ouais. C'est Valessa. Mais finalement, les Européens n'ont pas remercié les Français. Parce que les Français se sont fait violer et n'ont rien dit. 3 ans plus tard, 4 février 2008, Sarko. Moi Sarko avait à l'automne, il avait fait voter, il avait signé un traité félon qui était le traité de Lisbonne, qui était le même que le TCE, le même que celui qu'on avait qu'on avait refusé par référendum, que la population tout entière avait refusé par référendum. Il l'a écrit en désordre et nous avons fait un tableau dans lequel il y a
tous les articles du TCE et à côté tous les articles du traité de Lisbonne, et tout y est. Voilà, tu fais des recherches V, tout y est. Voilà, il y a 2 bricoles sur la monnaie, sur l'hymne, le drapeau, des bricoles. Mais tout y est, absolument tout y est, c'est le même, juste en désordre. Et Valéry Giscard d'Estaing a fait un éditorial, un édito dans Le Monde pour se féliciter du fait que c'est génial. C'est génial. Sarko a fait passer au Congrès, donc sans référendum, exactement le texte que j'avais promu, moi, Giscard d'Estaing, quand j'étais président de la Convention européenne en 2004-2005. Donc nous nous sommes fait violer par nos représentants, violer littéralement, hein, au sens strict du mot viol, et ce qui n'est pas sexuel, mais qui est un viol quand même. Et nous n'avons rien dit. Nous n'avons rien dit. Je pense que le cœur de tout ce merdier est là. Hein. Ils sont grands parce qu'on est à genoux. Ils nous violentent parce qu'on les laisse faire. Hein, parce qu'on est vraiment mollassons, quoi. Hein. On est vraiment trop gentils. Non, il y a eu quand même depuis les Gilets jaunes. Et les Gilets jaunes, ils se sont fait écraser, réprimés comme par la police de Pinochet. On s'est fait éborgner, arracher des mains. Quand on dit à balles réelles, les bourgeois osent se récrier en disant « Ouais, vous exagérez, c'est pas des balles réelles, c'est des pistolets de défense. » Mais quel foutage de gueule, comme si les espèces d'obus en caoutchouc que tirent les LBD n'étaient pas réels. Bien sûr qu'ils sont réels, et quand ils t'arrivent dans l'œil, ils t'explosent toute la droite crânienne quand tu regardes les radios. Tout le crâne est pété, fracturé. T'as perdu l'œil depuis longtemps et t'as une fracture du crâne. Et c'est pas des balles réelles, ça? Putain de merde. C'est pas des balles réelles? Bien sûr que c'est des balles réelles. La police nous tire dessus, nous qui sommes désarmés. Désarmés, hein? Les gilets jaunes étaient désarmés. Il y en a quelques-uns qui étaient armés, mais ils tiraient sur eux. Et au contraire, ceux qui étaient armés, qui arrivaient cagoulés, armés avec des battes de baseball, là, la police les laissait rentrer. On a plein de vidéos, hein. La police laissait rentrer les Black Blocs impunément. Et elle tirait dessus sur les gens qui étaient femmes, enfants, hommes désarmés, à genoux, les bras en croix. Ne tirez pas, la gueule éclatée, l'œil foutu. Mais Étienne, on sent bien. Les jeunes, ils se sont fait réprimer, écrabouiller. On sent bien que ça ne peut pas durer. Je ne sais pas si ça ne peut pas durer, Karl, parce que les Grecs ont subi pire que nous. Hein. Les Grecs 2010-2015, c'est l'enfer, c'est la descente aux enfers, c'est pire qu'une guerre. Ce que leur a fait la Troïka, c'est-à-dire la Banque Centrale Européenne, la Commission Européenne, le FMI, ce qu'ils ont fait à la Grèce, c'est un pillage généralisé, une dévastation de toute l'économie, de tous les acquis, de tout. Tu avais les CSP++, tu avais les médecins qui allaient chercher dans les poubelles de quoi bouffer. Il n'y a pas de médicaments. Ils ont tout vendu, baisse de 25% du PIB. Une guerre ne fait pas ça. C'est plus grave qu'une guerre. Et pourtant, ils étaient quelques centaines de milliers dans la rue, peut-être 1 million. Ben non, ils n'ont pas été 1 million. Non, ils se sont recroquevillés dans leur famille. Au lieu d'être chaque enfant dans une maison, bah, ils se sont tous mis dans la même famille, dans la même maison, pour tenir bon, pour s'entraider, quoi. Hein. Non, il y a... Vous dites, ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer si on a pris conscience. Mais il y a un déni. Hein. Nous avons contre nous l'école républicaine qui nous apprend que l'élection, c'est la démocratie c'est l'élection. Et qui nous apprend la résignation, l'obéissance, la soumission, qui nous discipline. L'école républicaine nous discipline. Et je fais partie de l'école, hein, je l'ai fait sans me rendre compte de ce que je faisais. Hein. C'est sur le tard que j'ai réalisé le rôle néfaste pour l'émancipation humaine que j'ai joué en tant que prof. Pourtant, j'étais rebelle. Hein. Ce que je leur enseignais en éco et en droit, c'était à se reconstruire une représentation mentale du droit et des règles économiques, des lois économiques, comme on les appelle, pour rendre technique ce qui en fait est politique, qui devrait être débattu. Les lois économiques, ça sert à l'expression. Loi économique sert à dépolitiser quelque chose qui est fondamentalement politique. Est-ce que la société française, par exemple, est-ce que vous voulez
de l'inflation ou du chômage? Parce qu'il va falloir choisir entre les deux. Il y a un choix politique à faire. Les sociétés, la plupart du temps, ont soit de l'inflation, soit du chômage. Quelquefois les deux, mais ça ne dure pas longtemps. Quelquefois aucun des deux, ça ne dure pas longtemps. C'est l'un ou l'autre. Donc il y a un choix politique à faire. Quand on te dit que la solution, c'est une loi qui va décider, une loi économique, mais c'est du bullshit, ça. Il n'y a pas de loi économique. Il y a des choix politiques à faire. Et donc, quand les économistes nous disent c'est comme si, c'est comme ça, et circuler, il n'y a rien à voir, il faut, il faut, il faut résister à, à ce formatage intellectuel. Bon, en tout cas, moi, je résistais, mais en même temps, je leur apprenais, comme tous les profs, hein, je leur apprenais à réciter, à apprendre leurs leçons, à savoir et surtout à être disciplinés. Et donc, nous avons contre nous les nous avons contre nous l'école républicaine qui apprend aux enfants, volontairement ou pas, cyniquement ou pas, on leur apprend contraire de la vérité. On leur apprend que nous sommes citoyens, on n'est pas citoyens, on est électeurs. On leur apprend qu'on a une constitution, on n'a pas de constitution, on a une anti-constitution qui est une prison politique. Au lieu d'être une protection, c'est une prison. Elle a été écrite par les représentants alors qu'elle devrait pas, elle devrait être crainte par les représentants, la constitution, pour servir à quelque chose. Pour être une vraie constitution digne de ce nom, la constitution devrait être écrite par les représentés, par nous. Et elle est écrite par les représentants, donc c'est des fakes. Partout sur Terre, les constitutions sont des fakes. Et à l'école, on nous apprend que nous avons une constitution. On nous apprend que l'élection est la démocratie, c'est du bullshit complet. On nous apprend qu'il y a un suffrage universel pour lequel les gens sont morts pour avoir le suffrage universel. C'est une blague? Vous rigolez? Le suffrage universel, attends, mais qu'est-ce que ça veut dire, suffrage universel? Suffrage universel, ça veut dire que c'est les hommes et les femmes qui votent. Enfin, qui votent, qui élisent, qui se déplacent, qu'on écoute. Mais qu'on écoute pour quoi faire? Qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Quelle est la réalité recouverte par ce mot suffrage universel? Voter les lois? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est élire des maîtres. Ah ben putain, quelle escroquerie. Suffrage universel pour élire des maîtres? Mais vous foutez de notre gueule? Mais c'est pas du tout une démocratie, quoi. Hein, c'est une tyrannie parlementaire. En tout cas, on nous apprend à l'école, c'est des conneries comme ça, les unes derrière les autres. Comment voulez-vous penser correctement? C'est-à-dire après ça, pour commencer à penser, il faut remettre à l'endroit les mots qui ont été tous les mots importants ont été mis à l'envers. Journaliste. Le mec est payé par Bolloré, et on l'appelle journaliste. Mais c'est une blague. Un journaliste, c'est une sentinelle du peuple, mon sang. Un journaliste, c'est une sentinelle du peuple. C'est quelqu'un que les pouvoirs doivent redouter. C'est quelqu'un qui doit inquiéter les pouvoirs. Dans notre Constitution, il faut qu'on écrive « Nous appelons journaliste un citoyen dont la mission, et on va lui donner les pouvoirs pour ça, et on va le protéger pour qu'il puisse le faire, dont la mission est d'inquiéter les pouvoirs, tous les pouvoirs. » Et donc un journaliste sportif, ça n'existe pas. Enfin, vous lui donnez un autre nom que journaliste. On a besoin du mot journaliste pour dire sentinelle du peuple. Et aujourd'hui, on en est rendu à un degré d'inversion de tous les mots importants, tel que tous les journalistes, entre guillemets, du pays, tous les journalistes sont payés par les 9 milliardaires, les 8 maintenant, 8 milliardaires les plus riches du pays. Donc, ils sont au service du dictateur en place. Au lieu de l'inquiéter, ils le flattent, ils disent « Mais qu'est-ce que désire Macron? Qu'est-ce qu'a voulu dire Macron? Putain, on se croit, on dirait qu'il parle de Kim Jong-il. On dirait qu'il parle d'un tyran totalitaire. Et qu'est-ce qu'il pense? Est-ce que vous pensez qu'est-ce qu'il va faire? On est là à se demander, au lieu de chercher quel est le dernier complot qu'il a ourdi, on lui cire les pompes, on lui cire les plats. Il n'y a pas de journalistes dans le pays. Et les journalistes, entre guillemets, les faux journalistes payés par les riches, achetés comme on achète une voiture par les journalistes, par les plus riches, les journalistes, entre guillemets, les faux, traquent, harcèlent ce qu'ils appellent des complotistes. Mais qu'est-ce que c'est les complotistes? Les complotistes, c'est ceux qui cherchent les complots des pouvoirs. Quand ils en trouvent, ils les dénoncent courageusement. Mais c'est les journalistes. Journaliste complotiste, c'est le même mot. Et vous avez des soi-disant journalistes qui harcèlent les complotistes, c'est-à-dire qui harcèlent ceux qui font leur métier. Non, mais attends, il y a une inversion du sens des mots qu'on utilise qu'il est essentiel de contrecarrer, de corriger pour arriver à penser. La peur dans laquelle on maintient les gens en permanence fait qu'ils sont désabusés. Ils nous suivraient bien en réalité. Mais il faut croûter, il faut remplir l'essence dans la bagnole, il faut, tu vois. Et donc, ils ont du mal à suivre. Ils sont au fond d'accord, évidemment. Mais non.
pas toujours le cas. Je Pas toujours. J'ai une conversation avec un kiné, là, il se trouve, je me suis fait mal et j'ai besoin d'aller chez le kiné plusieurs fois par semaine et je parle avec lui et je lui explique ce sur quoi je travaille et il me résiste en me ressortant très honnêtement, loyalement, c'est vraiment ce qu'il pense, ce qu'il entend à la radio, à la télé, ce qu'il lit dans les journaux. Les gens n'ont pas que peur. Vous avez raison, Karl, sur la peur nous empêche de penser. Mais euh, mon ami kiné, là, il a pas peur, là. Il dit juste que, que Poutine est un salaud et que, bon, il faut faire quelque chose. On peut Oui, pas mais il rien n'a faire. pas. On C'est peut pas parce ne rien que, faire. Et donc, il est prêt, il est bientôt prêt à faire la guerre. mais c'est parce qu'il ne réfléchit pas par lui-même. Oui, mais voilà. Mais donc, c'est On ne pas lui en faux. laisse pas le temps. J'étais en La train de... peur en fait partie, Ouais, et aussi la pression permanente de la société. Effectivement, les médias qui racontent des conneries toute la journée, et les voilà. gens finissent par le croire. Mais c'est J'étais plus en train de facile aussi de discuter. le croire. Ouais, ouais, oui, oui, c'est facile de croire et c'est difficile de croire autre chose. J'étais en train de vous dire, nous avons contre nous l'école, donc l'école républicaine qui débite des fadaises sur le plan politique et sur le plan économique. Et nous avons contre nous, en plus de l'école, nous avons les médias, les médias au sens complet, hein. Donc, bien sûr, presse, télé, radio, mais aussi agences de presse. L'AFP est privée et c'est un robinet à mensonges. Les instituts de sondage, qui là aussi sont privés, et qui là aussi sont un robinet à mensonges. On a les statistiques, qui sont sous contrôle du gouvernement, alors que, évidemment, l'organe qui contrôle les résultats du gouvernement ne devrait pas être tenu par le gouvernement. Donc, l'INSEE devrait être absolument indépendant et redouté par le pouvoir. Et l'INSEE est au service du pouvoir, et toutes les autorités médicales sont corrompues jusqu'à la moelle. Et les autorités médicales, ça fait partie des médias qui nous informent en matière médicale. Les médecins, qui en matière de vaccins n'y connaissent rien, demandez à votre médecin combien de livres il a lu sur les vaccins. Demandez à votre médecin combien de livres il a étudié quand il a fait ses 10 ans de médecine. Remarquable, hein, où il a appris plein de choses, hein, mais sur les vaccins, rien du tout. Hein. Demandez-lui combien de temps il a passé sur les vaccins. Demandez-lui ses cours sur les vaccins. Demandez à votre médecin les cours qu'il a reçus sur les vaccins. Qu'est-ce qu'on lui a appris sur la science qu'il y a derrière l'efficacité des vaccins? Quelle est la science? Est-ce que c'est la science du 19e, donc c'est bullshit complet, ou est-ce que c'est des études randomisées, double aveugle, sérieuses et en cohorte, grande cohorte? Est-ce qu'il a un savoir sur la science qu'il y a derrière l'efficacité des vaccins? Est-ce qu'il a un savoir sur, et lequel, sur la sécurité des vaccins? J'ouvre les parenthèses là-dessus à chaque fois parce que pour moi, c'est un cas d'école d'abus de pouvoir complet avec un abus d'autorité. Les médecins sont arrogants à proportion de leur ignorance sur les vaccins. Ils ne savent rien sur les vaccins. Et en tout cas, il n'y a pas de science, ils n'ont rien écrit là-dessus. Il y a rien d'écrit, il n'y a pas de livre pro-vaccin, j'en ai 3. Et je cherche, je n'arrive pas à trouver. Hein. Mais si vous avez le malheur d'établir un parallèle entre les cas d'autisme et la vaccination, vous êtes traité je sais Complotiste et pas quoi, d'antivax. d'islamiste radical ou de demi-fou. Mais si vous voulez, on va avoir peur de ces insultes. Mais quand vous allez commencer à travailler, vous allez voir, vous n'aurez plus peur des insultes parce que vous allez vous sentir beaucoup plus fort. Les gens qui insultent n'ont rien fait. Ils ne travaillent pas. Voilà, ils ne travaillent pas. Ils n'y connaissent rien. Et les gens qui sont intimidés par l'insulte anti-vax ou complotiste, ben, juste, ils n'ont pas assez travaillé, ils ne se sentent pas assez forts. Mais il n'y a pas de raison d'être intimidé par une insulte. Non, mais ils se sentent forts parce qu'ils sont nombreux et qu'ils sont en meute. Ah, ils sont en meute, voilà. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont en meute, oui, absolument. Et puis ils sont arrogants, ils sont violents, ils sont intimidants, ils sont insultants. Mais en vrai, Étienne, c'est 300 ou 400 personnes, en gros, à Paris. Et Oui, voilà, oui, c'est mais Karl, terminé. oui, mais C'est rien. le problème, c'est que s'en vient, est en train de venir une obligation vaccinale qui est un crime contre l'humanité, un crime épouvantable, une obligation qui va venir, qui va se généraliser, et qui est vraiment un droit de tuer. Oui, mais dans ce cas-là, libre à chacun de Non, refuser. Je veux dire, au moment du Covid, vous pourrez pas. on pouvait refuser. Oui, mais On ne faisait plus rien.
Mais on pouvait refuser. Vous étiez complètement ostracisé et bientôt vous serez enfermé et piqué de force. Je vous le dis, moi, comme ils ont fait pendant la guerre, hein, on a tué, on a exécuté les médecins nazis pour ça. Et on a dit plus jamais. Alors, les juges ont écrit le code de Nuremberg, qui malheureusement n'a aucune puissance juridique, il n'a pas de force contraignante. Moi, dans la Constitution que je suis en train d'écrire, j'ai repris le code de Nuremberg in extenso et je l'ai mis dans la Constitution pour le mettre au plus haut niveau du droit. Voilà. Donc, c'est pas une référence vague, je l'ai pris in extenso. Et c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse. Dans nos institutions, quand on les écrit, il faut que nous soyons plus précis, plus clairs dans le langage de tous les jours et, et qu'on prévoit non seulement les principes, mais qu'on prévoit l'organe qui va être chargé de les faire appliquer. Et cet organe, il faudra lui donner donc la mission de faire appliquer les grands principes que vous avez pensés. Il va falloir lui donner un budget, des moyens, des personnes, mais surtout un budget donc. Et puis il va falloir lui donner l'autorité de surveiller et de punir les pouvoirs abusifs. On n'a pas ça pour l'instant. Et puis il va falloir mettre ces institutions, ces organes, il va falloir les mettre hors de contrôle de la corruption des industriels de la santé. Donc il faudra très certainement utiliser du tirage au sort plutôt que l'élection ou la désignation. Il va falloir utiliser la rotation des charges. Il faut que ce soit jamais les mêmes qui dirigent les autorités de santé. Il faut que ça tourne. Quand ça tourne, c'est difficile à corrompre. Mais quand c'est le même, quand c'est Fauci depuis 40 ans, comment voulez-vous résister à la corruption? Ce gars-là a pris les manettes, il gère des milliards qu'il distribue à la recherche de son pays, la recherche des États-Unis. Fauci, F-A-U-C-I. Il y a un très très bon bouquin de Kennedy là-dessus. Kennedy, qui est maintenant président, qui est candidat à la présidence de la République Oui, Robert. américaine. Donc Kennedy a écrit un très bon bouquin sur Fauci, sur le système de corruption générale de la science par Fauci. Il est là depuis tellement longtemps, c'est pas béni pour un vieux mandarin comme ça de prendre le contrôle du truc. Alors que s'il changeait tous les ans, c'est beaucoup plus dur de corrompre quelqu'un qui change tous les ans. Donc il y a des procédures, il y a donc le tirage au sort, hein, et le contrôle des tirs au sort avec des chambres de contrôle de tous les pouvoirs, des chambres tirées au sort, elles aussi, mais des chambres qui sont composées de deux, comme les jurés d'assises, hein, sauf qu'il y a 200 citoyens qui sont chargés de contrôler chacun des pouvoirs. Donc, tu as la chambre de contrôle de la police, chambre de contrôle des juges, chambre de contrôle des journalistes, chambre de contrôle du gouvernement, des ministres, chambre de contrôle des parlementaires, chambre de contrôle de la monnaie, chambre de contrôle des médias, donc des journalistes. Donc, il faut que chaque pouvoir ait peur. Nous avons besoin des pouvoirs, on a besoin de représentants, mais il faut qu'ils aient peur de quelque chose, sinon ils deviennent terribles. Ils abusent du pouvoir, jusqu'aux abus sexuels. Ils abuseront sur tous les plans. Hein. Ils sont impunis, ils organisent leur impunité. Après ça, partout où ils ont des désirs, ils vont y aller. Hein. C'est bien pour ça qu'à chaque fois qu'on a parlé de réseaux pédocriminels avec des élites, on a eu droit à des cris d'orfraie. Et pourtant, c'est vieux comme le monde. Hein. En tout Bien cas, sûr. ouais, c'est très vieux. Il y a Marion Sigaud qui a fait un gros boulot. Bon, elle aussi est taxée d'extrême droite, mais elle fait un gros boulot sur l'Ancien Régime et sur l'hôpital général. Je ne sais pas si vous avez bossé sur ce qu'elle a découvert. Oui, le rapport jusqu'aux ASE maintenant, etc. L'hôpital général, c'était dans l'Ancien Régime et c'était pas un hôpital, c'est le nom qu'on donnait, c'était un hospice qui servait à enfermer les pauvres, les vagabonds. Et ça servait de réservoir à chair fraîche pour les élites. Et ceux qui étaient les élites en question, c'était les robins, donc c'était la noblesse de robe, donc les riches qui achetaient des charges, qui devenaient des nobles, mais avec leur argent, au lieu que ce soit avec le sang de leurs parents. Gna gna gna. Donc la noblesse de Rome, qui était janséniste, avait pris le contrôle de l'hôpital général, étaient devenus les juges du pays, donc ils étaient intouchables. Parce que ça fait longtemps hein, que les juges sont jugés par les juges, ce qui est une folie. Hein. Dans ma constitution, les juges sont jugés par des citoyens tirés au sort. Hein. Je répète. Aujourd'hui, les juges sont jugés par des juges. Donc, ils sont impunis. Impunis. Mais c'est très dangereux qu'un pouvoir soit impuni. Si nous écrivions nous-mêmes la Constitution, on prévoirait que les juges ne sont pas jugés par les juges, ils sont jugés par des simples citoyens. Une chambre de citoyens tirée au sort, 200 personnes. La police, c'est pareil. Les ministres, c'est pareil. Les parlementaires, c'est pareil. Les journalistes, c'est pareil. Les banquiers, c'est pareil, etc. Et vous comprenez mieux pourquoi ils vous détestent tous quand même. Vous voulez tous les... Oui, ben, le fait que les élites détestent ceux qui leur résistent, bon, c'est de bonne guerre.
Le fait que la population croit les bobards qui sont déversés à la télé, bon, c'est une calamité, hein. Nous avons contre nous la télévision. Et une des premières choses à faire si une révolution a lieu, la première chose, c'est de refuser d'élire l'Assemblée constituante. Écoutez-moi, Karl, je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça. Mais pour l'instant, si vous dites, bon, une révolution, la police se met du côté du peuple, elle arrête de protéger Macron, Macron s'en va, fuit avec sa bande de pirates, fuit, il ne faut pas dire pirates d'ailleurs, parce que les pirates étaient des grands démocrates, il faut lire Marcus Rediker, hein, les pirates étaient, les bateaux pirates étaient des bateaux de mutins. La vie sur les bateaux dans l'Ancien Régime, c'était l'enfer sur Terre. Bon, d'une façon générale, la vie sur les bateaux, travailleurs sur un bateau, c'est l'enfer sur Terre depuis toujours. Et de temps en temps, les damnés de la Terre sur les bateaux se mutinaient, massacraient leurs tyrans, leurs geôliers, et prenaient le contrôle du bateau, et devenaient ultra-démocratiques. Ils devenaient des petites communes, des petites républiques démocratiques, ultra-démocratiques, en disant ça, le coup de l'abus de pouvoir, on ne le fera plus jamais. On veut un capitaine en cas de bagarre, quand il va y avoir un abordage, on veut un chef, mais en dehors de la bagarre, en dehors de la guerre, on ne veut pas de chef. Et on va désigner un gars qui s'appelle le quartier-maître, et dont le boulot est de surveiller le capitaine. Si jamais le capitaine se mêle de donner des ordres en temps de paix, on le fout, on le jette au requin. C'est le boulot du quartier-maître de jeter au requin le capitaine qui se mêlerait, qui se mettrait en tête de donner des ordres en temps de paix. Vous n'y êtes pas. Donc les pirates, ils étaient bien sûr déconsidérés. Donc dans l'imaginaire des pirates, nous avons un imaginaire péjoratif, mais il faut réaliser que la réalité est différente et que les bateaux pirates étaient des exemples littéralement de démocratie sur Terre. Marcus Rediker. Donc imaginez que vous, Karl, imaginez donc que la police est renversée, soit passée du côté du peuple et donc ne protège plus le pouvoir, donc le pouvoir s'en va la queue entre les jambes, et l'opposition du moment, c'est-à-dire Mélenchon à gauche et Le Pen à droite, se présente en disant le tyran est tombé, on va écrire un nouveau monde, on va écrire la sixième République, comptez sur nous, on va élire l'Assemblée constituante, comptez sur nous, nous allons écrire un nouveau monde. Ce que je veux dire là est super important. Il faut résister à ça. Il ne faut pas les laisser faire. Il est très important. Il faudrait que des manifestations monstres descendent dans la rue en disant, avec des panneaux, on refuse d'élire l'Assemblée constituante. On veut écrire la Constitution, nous. On ne veut pas que la Constitution soit à nouveau écrite par les représentants. Ça suffit maintenant. Il faut que ce soit les représentés qui écrivent la Constitution, village par village, commune par commune, quartier par quartier, bureau de vote par bureau de vote. Ça s'appelle bureau de vote, mais c'est des bureaux d'élection. On n'a jamais voté de notre vie, hein. Un référendum de temps en temps, on ne vote pas, on élit. Mais bon, on appelle ça des bureaux de vote. Bureau de vote par bureau de vote, on va écrire la constitution du bureau 12, donc la constitution du quartier de la Belle Étoile. Juste après, ou même en même temps, juste après, on commence par la commune. On commence par libérer notre commune. On prévoit, si on a des représentants, élus ou tirés au sort. Est-ce que c'est nos maîtres ou nos serviteurs? Quel mandat? Quelle durée? Comment on les surveille? Comment on les vire quand on n'est pas content? Comment on garde le pouvoir, nous, par référendum d'initiative citoyenne, pour reprendre la main sur les sujets qu'on considère comme importants? Et puis comment on change la Constitution quand on estime qu'on s'est trompé, on a été trop loin ou pas assez loin sur les pouvoirs? Ces règles-là, et puis comment on produit la monnaie? Comment on produit la monnaie? Quel pouvoir on donne à notre commune? On dit à notre commune, notre petit groupe, hein, il faut que ce soit, ça commence à petite échelle, la démocratie, hein. À notre petit groupe, on dit au conseil municipal et au maire, on va vous donner la création monétaire, vous allez créer la monnaie locale, la monnaie du coin, mais en échange, grâce à ce pouvoir de création monétaire, vous allez être employeur en dernière sorcière. Ceux qui n'ont pas du boulot, vous allez pouvoir leur donner du travail en les payant avec la monnaie locale. Tu donnes du boulot à l'infirmière, tu donnes du boulot au médecin pour s'occuper de la crèche, s'occuper de l'EHPAD, s'occuper de... Il y a 1000 choses à faire, hein. Des chômeurs, tu leur donnes du boulot et tu les payes en monnaie locale. Tu as plus de richesse, plus de monnaie, c'est pas inflationniste. Ce qui serait inflationniste, c'est donner de la monnaie et avec rien en face. Là, oui, tu as trop de monnaie, tu peux avoir de l'inflation et ta monnaie se détériore. Mais si tu crées de la richesse en même temps la monnaie, c'est pas inflationniste, tu peux le faire jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de chômage.
Et ce sera pareil au niveau de l'État. On fera la même chose plus tard au niveau de l'État. L'État fédéral, la Confédération de communes libres. Mais il faut que dans chaque commune, on prévoit qui est souverain, et ce sera la population, et parce que c'est nous qui allons l'écrire. Il ne faut pas qu'on accepte d'élire l'Assemblée constituante, hein, surtout pas parisienne, mais surtout pas élue. Parce que si vous acceptez que Mélenchon et Le Pen écrivent et les leurs écrivent la Constitution, écoutez bien, ils vont écrire leur pouvoir une fois de plus et notre impuissance une fois de plus. Et vous n'aurez rien changé. Ce n'est pas la peine de faire la révolution. Hein. Ce n'est pas la peine, vous avez perdu votre temps. Le nœud du truc, ça va se jouer au moment où on va vous dire « Ah, ça y est, on est libre, on va élire l'Assemblée constituante. » Non, non, il ne faut pas élire l'Assemblée constituante. Il faut qu'on écrive les constitutions des communes libres et ensuite, chaque commune, dans la semaine qui suit, chaque commune va envoyer, disons à Paris, parce que ce sera plus simple, parce que quand même tout est fait pour qu'on ait fait en étoile, quoi. Hein. Mais attention, ce n'est pas Paris qui va tout diriger. Nous allons envoyer à Paris, parce que c'est commode, parce qu'il y a les trains, les téléphones, les routes, ok, d'accord. On va envoyer à Paris un délégué de la commune. Donc, il y a 36 000 communes. Hein. On va se retrouver à 36 000 à Paris. Bah, peut-être qu'il faudra que les communes qui se regroupent, il y a la moitié des 36 000 communes qui font 500 habitants. La moitié des 36 000 communes ne font que 500 habitants. C'est tout petit. Donc, on va faire 3-4 communes qui sont ensemble, hein, souvent pour faire une commune qui fasse quand même 2-3 000 personnes. Et disons qu'il va y avoir peut-être 10 000, peut-être 5 000. 5 000 représentants des communes libres qui vont se retrouver à Paris et qui vont écrire la fédération, la constitution de la Fédération des communes libres. Mais sous le contrôle sourcilleux des délégués qui vont faire attention à ce que la fédération ne devienne pas la maîtresse, ne devienne pas le grand chef tyrannique. Si ça vient du bas, ça va avoir une allure que ça n'a jamais eue, à condition que vous refusiez d'élire l'Assemblée constituante. Il ne faut pas que les hommes au pouvoir écrivent les règles du pouvoir. Mais vous êtes en train, vous, d'écrire cette constitution, non? J'en écris une, mais j'en écris une. Il faudrait, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait 2 ou 3 constitutions types, bien bossées, bien préparées par des simples citoyens, et qui soient prêtes pour que les communes libres puissent aller, au lieu de tout reprendre à zéro, tout recommencer à zéro, qu'elles puissent choisir entre elles. Bon, allez, chacun, on se lit 1 ou 2 constitutions, et puis on en prend une, et puis on l'améliore, on change les 2-3 trucs. La constitution communale, bon, là, ils avaient prévu que, dans le modèle, ils ont prévu que l'école était gérée par la commune, que la monnaie est gérée par la commune, que la monnaie locale est non convertible. Pour relocaliser l'activité, il ne faut pas que l'argent puisse foutre le camp, donc la monnaie, elle n'est pas convertible. On ne peut pas convertir la monnaie dans la monnaie nationale ou dans une monnaie étrangère. Sauf exception, bon, les commerçants, peut-être, on verra des exceptions, mais enfin, en gros, et puis, nous, dans notre commune, on a vraiment besoin qu'elle soit convertible avec les monnaies locales d'à côté. Mais juste les monnaies locales d'à côté. Donc, on va changer la Constitution pour prévoir cette conversion de la monnaie, cette conversion limitée à une zone un peu plus grande quand même que notre petit groupe de communes. Bon, ben ça, on peut le faire, voilà. Et donc, ils auront leur modèle de constitution qu'ils vont adapter, mais comme il y a un modèle, ils vont aller beaucoup plus vite, quoi. Et puis, comme on se sera entraîné à faire des ateliers constituants depuis des mois, depuis des années, on sera entraîné, en fait, à réfléchir à la Constitution. Le problème aujourd'hui, c'est que l'école républicaine ne nous apprend pas du tout à faire ça. Alors qu'une école démocratique, ça n'a rien à voir avec l'école républicaine, une école démocratique, elle nous enseignerait la communication non violente comme fondement de l'éducation de nos enfants. Nos enfants doivent apprendre à respecter son prochain, et à repérer en soi ce qu'il y a de violent par maladresse et calmer le jeu quand on s'en aperçoit. Communication non violente, enseignée à l'école, processus constituant populaire permanent, enseigné à l'école et à tous les âges, hein, de la maternelle jusqu'à la fac, jusqu'aux grandes écoles, si on garde les grandes écoles. Il ne faut pas garder les grandes écoles, c'est une folie, c'est un truc de fou. Le mal que font les grandes écoles, c'est effrayant. Donc, à discuter, mais le processus constituant populaire, apprendre aux enfants, puis aux adolescents, puis aux adultes, les entraîner à réfléchir à la méfiance nécessaire par rapport au pouvoir, nous devons être méfiants par rapport au pouvoir. Une vertu citoyenne de base, c'est la vigilance par rapport au pouvoir. Si vous n'êtes pas vigilant par rapport au pouvoir, vous n'êtes pas un vrai citoyen. Une vertu citoyenne de base, c'est le complotisme.
Il faut complotisme. Bon, je sais bien que c'est une insulte, hein. Je sais bien que c'est péjoratif et que c'est vécu. Ça a été créé pour être vécu, pour être pensé comme péjoratif. Il y a un très bon bouquin. Où est-ce qu'il est? Tac, tac, tac. Je conseille ce bouquin-là. Là, je le vois à l'envers, mais vous le voyez à l'endroit, vous? Lance de Adam Smith, Aux Là, origines de la théorie du complot, un là, outil de contrôle de la pensée. et c'est un gros bouquin extrêmement documenté sur l'origine de l'expression complotisme. Hein. C'est arrivé pendant la guerre du Vietnam. C'est la CIA qui a inventé cette expression pour se débarrasser à bon compte, facilement, sans argument, des enfants, des jeunes gens qui étaient des résistants à la guerre du Vietnam. Et puis ensuite, ça a été réutilisé plein de fois, et puis ça a ressurgi au moment de la Covid, et puis c'est pas fini, ça va continuer. Mais il ne faut pas vous laisser impressionner par l'insulte complotiste. Un complotiste, c'est une insulte pour les comploteurs. Les comploteurs utilisent ce mot contre ceux qu'ils redoutent. Mais pour nous, les gens normaux, il ne faut pas le vivre comme une insulte. C'est une vertu citoyenne. Ça veut dire vigilant par rapport au pouvoir. Vous savez qu'il y a des complots, vous ne savez pas où, donc vous les cherchez, et quand vous les trouvez, vous les dénoncez. Et ça, quand vous faites ça, vous êtes utile au bien commun. Donc vous êtes utile. C'est pas mal d'être complotiste, c'est bien. Alors bien sûr, il y a des paranoïaques. Oui, oui, il y a des gens qui voient des complots partout. On s'en fout. Voilà, oui, oui, ça existe. Il y a des paranoïaques. Et alors? Ils sont dangereux? Ils ne sont pas dangereux du tout. Ils sont comme vous et moi, ils n'ont pas de pouvoir. Et on s'en fout. Ça ne représente aucun danger. Le paranoïaque, celui qui voit des complots partout, mais on s'en fout. Donc, il ne faut pas nous faire croire que c'est un danger. Et quoi, on va les enfermer? On va les enfermer parce qu'ils sont complotistes? Mais les enfermer, pourquoi ils ne sont pas dangereux? Au contraire, le complotiste de base, il est ultra utile, il fait le boulot des journalistes, il fait le boulot que ne font plus les faux journalistes. Il ne faut pas le foutre en prison, faut lui des couronnes de laurier, faut lui dresser les arcs de triomphe. Les remercier, les honorer. Enfin, les complotistes, ils sont très utiles. On a dit qu'on jouait aux citations, alors en voilà une. Un pays comme la France, s'il lui arrive de faire la guerre, il faut que ce soit sa guerre. Il faut que son effort soit son effort. Jamais entendu ça. De Gaulle. Mais ça, c'est un propos de militaire. Ah non, Pour moi, c'est Karl, un propos qui résonne avec l'actualité. oui, oui et non, parce que La guerre, non, mais il faut aller plus loin que ça, Karl. Dans ma Constitution, il y a un article qui dit pas de guerre sans référendum. Deuxième alinéa. Ceux qui ont voté oui à la guerre doivent, sans exception, sans exemption, sans remplacement, doivent aller la faire au front, pas à l'arrière, au front, là où on meurt. Je répète, pas de guerre sans référendum. Tu votes oui, tu votes non. Si tu as voté oui, ceux qui ont voté oui doivent aller au front, là où on meurt. Karl, vous allez voir qu'il y aura moins de guerre. Alinéa 3, tous les 3 mois, l'État doit organiser un nouveau référendum pour voir si les survivants veulent encore la guerre. Tous les 3 mois. Dans la guerre de 14-18, il n'y avait rien pour arrêter cette énorme machine. C'est une énorme machine de faire la guerre. Ça prend des années. Les Ukrainiens allaient faire la guerre au Donbass. Les Ukrainiens de Kiev allaient écrabouiller le Donbass quand Poutine est intervenu pour dire vous ne ferez pas ça. Et ça faisait des mois et des mois et des mois qu'ils entassaient les matériels, les hommes, les matériels, les hommes, les chars, les tanks, les mitraillettes, les munitions, les vivres. Des mois et des mois. Ça prend des mois, des années à préparer une guerre. Il faut rassembler, il y a l'intendance. C'est super long de préparer ça. Et une fois que c'est en route, Karl, il n'y a rien, il n'y a pas d'institution pour arrêter ce putain d'État qui nous entraîne dans la guerre et qui, comme une énorme mécanique, n'arrive plus à s'arrêter. Il faut lire Alain, hein, Mars ou la guerre jugée, et puis Alain, le philosophe, hein, ouais, Émile Chartier, était un poilu, enfin, oui, c'était un poilu, il avait fait la guerre, et il a écrit des propos sur les pouvoirs que vous devriez lire. C'est ouais. les meilleurs livres, hein, c'est vraiment, Mais Alain, il est un peu oublié maintenant, Alain. Et ouais, puis en plus, je vois qu'on ferait le discrédit en le faisant passer pour la merde. Enfin, les bouquins d'Onfray, c'est devenu pour moi. Ce type m'a beaucoup fait lire. Je lui dois beaucoup.
Vraiment, j'ai une dette intellectuelle par rapport à Onfray. Il m'a beaucoup fait lire, des centaines de livres. Mais aujourd'hui, on dirait qu'il dit plus que des bêtises. C'est affreux. Quand il parle sur Alain, mais merde, quoi. Ben, t'as un des meilleurs penseurs, un des types les plus importants sur la guerre, il va nous faire des procès d'antisémitisme. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Putain. Bon, en tout cas, quand il parle de Marat, il a écrit un bouquin sur Marat, mais c'est une honte. Marat, c'était une sentinelle du peuple, c'était un vrai journaliste, c'était un héros. Il a tué personne, absolument personne. Il s'est fait assassiner et Onfray écrit Éloge du poignard ou un truc comme ça. Un hommage rendu à Charlotte Cordel, l'assassine de Marat. Enfin, sur la Révolution française, il s'est mis à prendre pour lui, comme si c'était sa thèse, les pires thèses les plus des pires réactionnaires des bourgeois. C'est un anarchiste qui est devenu un contre-révolutionnaire, il est devenu girondin. Girondin, parce que les Girondins, c'est vrai, sont décentralisateurs, alors que les Jacobins sont centralisateurs. Et pour un anarchiste, c'est vrai que évidemment, il faut décentraliser. Évidemment, un anarchiste, c'est un démocrate. Hein. Et donc, il faut, pour moi, c'est très proche, les deux concepts. C'est pas pareil, mais c'est proche. Et là, euh, le fait qu'un anarchiste comme Onfray aime la décentralisation, je comprends. Mais les Girondins, c'était des esclavagistes. C'était à Bordeaux, hein. Ils étaient tous riches à millions par la traite des nègres. Et c'était les prêteurs à l'État, donc c'était les créanciers de l'État, c'est les ultra riches qui avaient prêté à l'État et qui, craignant la banqueroute de l'État, ont déclenché des guerres de rapine. Les Girondins ont déclenché des guerres de rapine en Belgique et dans les pays avoisinants pour aller récupérer, pour que l'État aille piller les pays voisins pour qu'on puisse les rembourser eux. Et Onfray s'en réclame. Enfin bon, bref, tout ça pour dire. Quand il parle d'Alain, c'est pas. Je l'ai, son bouquin sur Alain, et ça me plaît pas. Voilà. Mais vous, Enfin, en même temps, Onfray, il écrit tellement, il a écrit des choses super aussi. Il a dit des choses importantes pour moi qui m'ont transformé. Donc, si plus tu parles, plus tu cours le risque de dire une connerie. on vous a taxé d'extrême droite, venant de l'extrême gauche. Mais c'est pas venant. Je suis un démocrate radical. Extrême droite, écoutez, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est l'extrême droite? Pour moi, l'extrême droite, c'est l'extrême droite de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire c'est les plus grands privilégiés qui sont les pires ennemis du peuple. Les pires ennemis du peuple, les gens qui veulent un tyran, quelqu'un qui va mater la populace. Donc extrême droite, oui, ça débouche sur Hitler, Mussolini ou même Staline. Hein. Moi, Staline aussi, c'est-à-dire c'est des gens, c'est des ennemis du peuple. Des gens qui se méfient du peuple et qui veulent un tyran puissant pour mater la canaille. C'est ça l'extrême droite. Alors en plus, ils sont racistes, colonialistes, bon, admettons. Mais encore que colonialiste, c'est la gauche qui était colonialiste, hein, la gauche entre guillemets. Parce qu'en fait, la gauche, c'était la droite. La gauche, c'était Thiers. Thiers pendant la Commune de Paris, mais ça, c'était l'extrême droite. C'était vraiment les Versaillais, c'était les pires ennemis du peuple. Des gens qui massacrent les ouvriers, qui tirent sur les ouvriers en grève, les ouvriers qui crèvent la dalle et qui en peuvent plus, qui vont mourir, et avant de mourir, ils font la grève parce qu'ils en peuvent plus de travailler en crevant de faim. Et t'as Thiers, cet abominable bonhomme, Adolphe Thiers, qui va tirer dessus, qui va massacrer toute une rue pour faire l'exemple, comme exemple. Enfin bref, voilà, ça c'est l'extrême droite. Moi, je suis démocrate radical. Je ne veux pas de chef, je veux un peuple émancipé qui se méfie de toutes les formes de chefferie. Donc, dans la constitution que je vais écrire, que j'écris, dans la constitution que j'imagine, que je défends, la constitution d'origine citoyenne, défendue par des citoyens devenus constituants, c'est-à-dire des électeurs transformés en citoyens constituants, il n'y a plus de place pour un tyran. Nous allons être comme les pirates sur les bateaux, comme les chefs Sioux, comme les Sioux, qui avaient un chef sans pouvoir en temps de paix, comme les pirates sur les bateaux. Le chef à plume, là, en temps de paix, on lui passe devant, il parle, et on ne l'écoute pas, on l'ignore, on lui montre qu'on se fout de ce qu'il dit, et il doit nous faire des cadeaux. Et il ne donne pas d'ordre, évidemment. Un Indien n'imagine pas de recevoir un ordre en temps de paix, mais pas du tout. Il n'imagine pas d'ordonner non plus.
Donc, si vous voulez, j'imagine une société avec une vigilance et une méfiance radicale contre toutes les formes de pouvoir, et on me traite d'extrême droite, mais c'est une fantaisie, c'est une blague qui est faite pour les nigauds. Non, en fait, l'extrême droite, c'est un tampon qui sert, c'est encore une insulte, comme complotiste ou comme. C'est un tampon qui sert à dire n'écoutez pas ce gars-là, il est dangereux. Mais c'est à un point, le mot est tellement inversé, la manœuvre est tellement grosse que moi, quand je vois qu'on traite quelqu'un d'extrême droite, je vais voir. Parce qu'il y a toutes les chances pour que ce soit quelqu'un d'intéressant. Alors, quelquefois, c'est vraiment des gens d'extrême droite. Mais souvent, c'est des gens très intéressants qui sont traités d'extrême droite, qui ne sont pas du tout d'extrême droite. Ils sont juste des résistants politiques. Au fond, vous leur faites peur à tous. Oui, parce que c'est très subversif ce que je fais. Ce que je défends, la thèse que je défends, c'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir, c'est pas aux représentants d'écrire la Constitution, c'est aux représentés, donc c'est aux simples citoyens, c'est à nous tous d'écrire la Constitution, que ensuite les représentants qui vont naître de la Constitution, qui ne peuvent pas l'écrire, il n'existe pas encore quand on est en train de l'écrire, qui vont naître, c'est eux, ils vont craindre la Constitution. Ces règles-là, elles sont, qui sont, euh, il faut se méfier de l'élection, il faut préférer le tirage au sort pour rester nous les maîtres et que nos représentants soient nos serviteurs. C'est extraordinairement subversif, c'est profondément subversif. Donc évidemment ils ont peur de moi. Ils ont peur de moi, ils me détestent, mais ils ne sont pas courageux et ils ne sont pas capables de se défendre eux-mêmes. Ils ne sont pas capables de se défendre, alors ils me calomnient. Mais ils le font avec d'autres, ils le font avec Asselineau. Hein. Asselineau est le meilleur connaisseur de l'Union européenne de loin. Il n'y a pas un journaliste qui puisse lui tenir tête. Quatremer, il ne peut pas tenir tête à, 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 à Asselineau, mais jamais de la vie, mais pas une minute, encore moins une heure. Donner une heure à Quatremer, une heure à Asselineau, tous les deux, vous leur donnez 2 heures de débat, vous allez voir le résultat. De débat libre, hein, avec un donneur de parole équitable qui fait attention à ce qu'il n'y ait pas d'insultes, à ce que les temps soient à peu près équitables. Mais vous allez voir comment Quatremer va se faire étrier. Quatremer, c'est le grand spécialiste de l'Union européenne de libération. Mais il n'est jamais contredit par des gens qui connaissent le sujet, jamais. Il n'a pas de contradicteur, il n'a que des gens avec qui il est d'accord. Et comment est traité Asselineau par de la calomnie et le silence, comme moi. Quand le système ne peut pas se défendre, si vous voulez, quand vous me mettez un élu en face, loyalement, ça se voit tout de suite que lui, c'est un voleur de pouvoir et que moi, je suis un démocrate. Et ça finit toujours au désavantage de l'élu. Donc, plutôt que de vivre cette situation humiliante, embarrassante, eh ben, ils font silence sur le gars. Le choix, on n'en parle nulle part. Et on dit c'est un antisémite, un négationniste, un gars d'extrême droite, un gars dangereux. Bientôt, vous allez voir, ils vont dire que je suis un paranoïaque, donc quelqu'un qui est malade mental. Le concept de santé mentale est totalitaire. Vous m'entendez? Le concept de santé mentale est un outil d'enfermement des opposants politiques. On l'a vu. On l'a vu et on le reverra. On le verra à nouveau. Hein. Les opposants politiques se font interner sous prétexte médical. Cette histoire d'antisémitisme là dont vous parlez, c'est venu d'où? C'est la manière actuelle dans notre pays, ben c'est différent dans d'autres pays, hein, mais dans notre pays, c'est la manière de discréditer quelqu'un pour le priver de toute forme de parole. Donc c'est une manière légale, même si c'est profondément illégitime, c'est une manière légale de museler un opposant politique. Bon, Étienne, vous les faites profondément chier, ce en quoi vous avez parfaitement raison. Maintenant, quand est-ce qu'on y arrive à votre constitution? Ça dépend de vous, Karl. Ça ne dépend pas des affreux. Si la solution que je préconise dépendait des affreux, si on attendait qu'ils deviennent vertueux, ce serait désespérant. Ok, c'est vrai. Ils ne vont pas devenir vertueux, ça ne va pas se passer comme ça. Et donc, si on attend ça, ben, c'est à se foutre une balle, quoi, hein, ou vivez Simon Croyer, je vais retourner faire du parapente, on va continuer à jouer le plus longtemps possible avant la fin. Mais ce que je préconise est beaucoup plus possible, c'est même faisable rapidement. C'est Étienne de la Boétie, 15e siècle, 16e siècle, à l'époque de Montaigne. Soyez résolus de ne plus servir, et vous voilà libre. Ils sont grands que parce que nous sommes à genoux. Quand vous faites des ateliers constituants, et quand vous vous exercez à écrire des articles de constitution, vous devenez une grande personne, vous vous relevez. Vous devenez
un adulte politique. Et ils redeviennent tout petits. Ils redeviennent, en tout cas, normaux. Et vous n'avez plus peur. Simplement, si vous le faites seul, ben, ça n'aura pas d'effet parce que vous n'êtes qu'un atome, vous n'êtes qu'une cellule dans le corps social. Je défends l'idée, et maintenant, est-ce que ça va marcher, pas marcher? Ben, ça dépend de vous. Est-ce que nous allons être capables de nous passer le mot? Si vous attendez que ce soit moi qui parle et qui arrive à convaincre les 45 ou 50 millions d'électeurs pour qu'ils se transforment en citoyens, ça n'arrivera pas. Je ne peux pas parler à 50 millions de personnes. Les médias vont tout faire pour qu'on ne me voit nulle part. Et donc, de bouche à oreille, il va falloir que j'aille voir les gens. Mais je ne peux pas voir 50 millions de personnes, c'est physiquement pas possible. Donc, la seule façon que ça se fasse, Karl, c'est que vous en parliez. Vous, Karl, mais vous qui nous écoutez aussi de votre côté. Si vous n'allez pas aller voir, si vous n'allez pas voir vos voisins en vous mettant à parler de constitution avec eux et leur parler de cette contagion nécessaire, parce que les voisins, à leur tour, vont devoir aller voir leurs propres voisins et leurs propres cousins, leurs propres copains. Si on ne se passe pas le mot entre nous, ça n'arrivera pas. Ça ne peut arriver, mais ça peut arriver. Ça dépend de nous. Que si nous nous passons le mot entre nous, un peu, l'image que je prends, c'est l'image de la chenille qui devient un papillon. Vous savez, pratiquement toute la vie de la chenille, euh, les cellules de chenille, elles se découpent en deux, et une cellule de chenille fait deux cellules de chenille. Et chaque cellule fait deux cellules de chenille, et ça fait de la chenille. Toute sa vie, elle fait de la chenille. Et si vous regardez le passé de la chenille, vous dites, ben non, mais toute sa vie, elle a fait de la chenille, donc bah, toute la vie qui reste à passer, elle va faire de la chenille. Non, 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 non. Il y a un moment, une métamorphose, et les cellules de chenille se transforment et se mettent à faire des cellules de papillon. Donc, ce n'est pas définitif qu'on soit de la chenille. Et moi, je prétends, un peu comme un adolescent a obéi toute sa vie, mais ce n'est pas pour ça qu'il va obéir toute sa vie à ses parents. Et il y a un moment, il va se mettre à vouloir être libre. Et je me dis, l'humanité est comme un être vivant composé de cellules, nous sommes des cellules de ce corps vivant, et l'humanité, un jour, va réaliser la malfaisance de l'élection, l'importance du rôle de chacun dans l'écriture des règles de la représentation. Il ne faut pas élire l'Assemblée constituante, il faut qu'on écrive nous-mêmes les règles, et en fait, quand on s'exerce, on s'aperçoit qu'on écrit tous les mêmes. On écrit des contrôles des pouvoirs. Oui, nous avons besoin que les pouvoirs soient contrôlés. Et d'où que vous veniez, vous allez écrire à peu près la même chose. Pas exactement la même chose, mais si vous voulez, moi, après 20 ans d'atelier constituant, je suis sûr que vous, Karl, même si vous n'avez jamais réfléchi à la question, vous allez écrire la même chose que moi, en gros. Et je veux bien que ce soit vous qui l'écriviez. Si vous ne voulez pas du pouvoir, vous allez écrire quelque chose de bien sur les pouvoirs. Et donc, quand on a beaucoup fait d'ateliers constituants, on est prêt au tirage au sort. Parce qu'on a compris, on a vécu dans son quotidien des ateliers constituants, on a vécu que tout le monde écrit en gros la même chose. Et donc, si on se passe le mot et que tous nous sommes entraînés à écrire la Constitution, plus ou moins, mais on est entraînés, les policiers aussi seront entraînés. Les policiers, c'est les humains comme vous et moi. Et quand ils auront travaillé, eux aussi, sur le contrôle de la police, sur le contrôle des juges, quand ils auront travaillé sur le contrôle de la monnaie, sur le financement des services publics, quand ils auront travaillé sur l'implication des membres de leur famille dans la Constitution, quand ils auront réalisé ça, ils vont devenir constituants comme nous, et ils vont plus tirer sur les manifestations qui vont dire on ne veut pas élire l'Assemblée constituante, on ne veut pas élire l'Assemblée constituante. Là, les pouvoirs vont envoyer la police, mais la police, elle va refuser de tirer. Et ça aura lieu. Enfin, ça va avoir lieu. Nous allons écrire nous-mêmes la Constitution. Et ça n'aura pas lieu qu'en France, ça va avoir lieu dans plein de pays dans le monde. Un peu comme en 68, vous savez, il y a eu l'événement de 68, mais il y a eu une indiscipline ouvrière, une indiscipline estudiantine, une indiscipline conjugale. Les femmes se sont mises à arrêter d'obéir à leur mari. Il y a eu une indiscipline contre toutes les formes d'autorité. Mais ce n'était pas seulement en France, c'était partout, partout dans le monde. Il y a un très bon bouquin. C'est Rico, la mascotte des Gilets jaunes qui défendait le RIC. Très, 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 très bon livre qui rappelle cette période formidable. Chamaillou, il a écrit 3 bouquins formidables. Théorie du drone, remarquable. Chasse à l'homme, remarquable. Vraiment une étude politique sur ce qui est en train de se passer, la mutation de la société, très, 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 très bon livre. Et puis celui-là, je pense, c'est le meilleur, La société ingouvernable, généalogie du libéralisme autoritaire, où en fait, il rappelle ce qui s'est passé en 68,
partout dans le monde, il n'y avait pas de chômage, et les ouvriers se sont révoltés. Ils ont commencé à désobéir. Et alors c'est génial parce que Chamaillou a retrouvé les lettres des capitalistes qui s'écrivent entre eux et qui se disent c'est foutu. Ils s'écrivent entre eux, ils s'écrivent des lettres en disant c'est foutu, le capitalisme est foutu, ils n'obéissent plus. C'est génial, c'est incroyable, ce bouquin est incroyable. Et après ça, il y a les lettres de ceux, il y a les patrons qui résistent et qui disent attendez, attendez, c'est foutu, attendez, on va reprendre le truc en main, vous allez voir, et on va remettre en place les tenailles de maîtres chanteurs dont nous avons besoin pour qu'ils recommencent à obéir. Et il y a le mode d'emploi. Il y a même des formations des dirigeants pour leur apprendre comment reprendre le contrôle de la discipline de leurs ouvriers. Il faut supprimer les syndicats et instituer un chômage de masse. Le chômage est une construction politique. Ce n'est pas du tout un fléau contre lequel les politiciens luttent. Ils ne luttent pas, ils l'organisent. Comment ils organisent le chômage de masse? Libre-échange. Libre-échange, ça veut dire que vous êtes mis en concurrence avec des pays qui sont des esclavagistes, des pays qui ne payent pas les salariés. Donc ça crée du chômage chez vous. Les sociétés vont, liberté de circulation des capitaux, les sociétés vont s'écrétrier, elles vont se délocaliser, ça veut dire qu'elles vont mettre au chômage les gens chez vous, et elles vont aller faire travailler des esclaves là-bas. Donc le libre-échange crée du chômage. Et le libre-échange, il est dans le génome de l'Union européenne. L'Union européenne, elle nous force, elle nous condamne au libre-échange, donc au chômage. Mais ce n'est pas tout, il y a un autre rouage qui fait du chômage, c'est la politique monétaire de la Banque centrale européenne, la politique dont l'objectif unique, prioritaire, mais comme c'est chômage ou inflation, l'objectif c'est pas d'inflation, donc on va le payer en chômage. Alors ils ne le disent pas. Ils ne disent pas l'objectif de la BCE c'est d'augmenter le chômage. Mais ils le font en disant l'objectif unique de la Banque centrale c'est de baisser l'inflation, ça veut dire mécaniquement que ça va se payer en chômage. Donc tu as la politique monétaire qui est chômagène, qui crée du chômage, et tu as le libre-échange qui est chômagène. Et avec le chômage, ça c'est un outil terroriste. C'est un outil qui sert à terroriser les populations de travailleurs. Et c'est un vieux truc de maître chanteur. Marx le décrivait déjà, hein, quand il parlait de l'armée de réserve des chômeurs. C'est une vieille affaire, hein, mais qui a été réactualisée en 68. Et Chamaillou donne les preuves, les modes opératoires. C'est un livre passionnant, hein, c'est passionnant, super important. En fait, de conversation, c'est une masterclass, Étienne, que tu es en train de me faire. Je suis comme un gosse, hein, je t'écoute, moi. Ah T'es bon. super, je te connaissais pas, mais t'es super. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, j'espère que ça marchera. J'aimerais Et, bien, avant de mourir, voir un monde nouveau. Ça me ferait plaisir. mais Karl, tu devrais, on peut se tutoyer peut-être, mais tu devrais faire le lien entre le fléau contre lequel tu luttes si courageusement de la pédocriminalité avec l'impunité des pouvoirs qui vient de l'absence de constitution. Si les pouvoirs peuvent nous martyriser aussi impunément, c'est parce que nous n'avons pas de constitution. Et pourquoi est-ce que nous n'avons pas de constitution? C'est parce que nous nous désintéressons, nous démissionnons du processus constituant. C'est pas leur faute, oui, c'est pas la faute des salauds. Oui, c'est des salauds, mais c'est pas leur faute. Principalement, premièrement, c'est notre faute à nous qui les laissons faire. Vous adorez l'élection, vous aurez la pédocriminalité. Et puis vous aurez l'oppression, vous aurez la guerre. OK. Faites le procès de l'élection. Il y a un document, mon site, c'est... Bon, j'ai deux sites. J'ai un site qui est etienne.choix.free.fr/Europe, qui est le site historique. Et puis, j'ai un blog qui est celui sur lequel je m'exprime le plus souvent depuis 10 ans, qui est choir.org. Et dans choir.org, il y a un menu, et dans le menu, il y a dossier documents de conférence. Et dans les documents de conférence, il y a les documents dont je parle conférence, et dans les 10 premiers, je dirais, il y a le procès de l'élection, qui est un document que j'ai rédigé pour un colloque à Poitiers. Je vous recommande ce bouquin. Oui, c'est comme un petit bouquin. Il y a 20 ou 40 pages, je crois que c'est 40 pages. Peut-être même seulement 20 pages à 4 de texte. Le procès de l'élection. Les 10 vices
rédhibitoires, des vices impardonnables de l'élection, et en face, comme un miroir, les 10 vertus du tirage au sort. Ça va. Ne me croyez pas sur parole. Ensuite, vous allez vérifier, vous allez lire autre chose, vous allez comparer, mais ça va vous ensemencer l'esprit, vous allez voir. De découvrir le tirage au sort comme alternative centrale à notre oppression politique, comme outil central de notre émancipation politique, vous allez voir, ça va vous ensemencer la tête. Et donc, il y a 20 pages de texte, et ensuite, il y a, je crois, 60 pages de citations. Et c'est pas du blabla, c'est les meilleures citations. J'ai 4000 bouquins donc que je lis depuis 20 ans, donc c'est tout sur les pouvoirs et les abus de pouvoir. Et à chaque fois que je trouve quelque chose d'utile, je le mets dans une page qui s'appelle Précieuse pépite. Et tout est lié au pouvoir et aux abus de pouvoir. Et c'est passionnant à lire parce que c'est vraiment c'est le meilleur. Quand un auteur, quand Montesquieu écrit un livre, il écrit le meilleur de lui-même. Quand Montaigne écrit un livre, il écrit le meilleur de lui-même. Quand Rousseau écrit des livres, il y met le meilleur de lui-même. Donc les livres, c'est déjà le meilleur des penseurs. Et quand tu extrais de ces livres les phrases les plus percutantes, les plus fortes, ça donne un résultat formidable. C'est des pépites, vraiment des pépites d'or. Et donc dans le procès d'élection, vous allez voir, il y a 40 pages de pépites liées à ce choix politique entre l'élection et le tirage au sort, qui va vous aider à comprendre que c'est pas juste une lubie du perchoir, c'est une vieille alternative soigneusement enterrée par les puissants du moment, mais qu'il est de notre responsabilité, à nous les 99%, d'exhumer et de ressusciter en les faisant connaître. Donc faites le procès de l'élection, vous allez voir, vous allez grandir politiquement. Et ça va vous donner des armes pour résister, y compris sur le sujet de la pédocriminalité. Si vous laissez les puissants impunis, vous vous en sortirez pas en dénonçant leurs méfaits. Ça suffit pas. Il faut aussi réfléchir à l'alternative. Comment on fait dans un monde nouveau? Quelles institutions sont nécessaires pour que les pédocriminels ne puissent plus faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? À mon avis, c'est du côté des juges qu'il faut. À mon avis, les juges sont des pédocriminels, alors pas tous évidemment, mais il y a chez les juges des pédocriminels depuis longtemps. Ancien régime, je vous disais, l'hôpital général, c'était farci de cette engeance déjà. Ancien régime. Et on y est encore. Et si les pédocriminels, qui ne sont pas juges, ne sont pas punis, le fait qu'il y ait beaucoup de pédocriminels chez les juges est peut-être une vraie piste. Si vous aviez d'autres juges, des institutions qui désignent d'autres juges, et des juges qui aient peur, qui soient contrôlés et jugés par d'autres personnes que les juges, ça changerait tout. Il faudrait qu'on fasse un atelier constituant, Karl. Autour de ça. On peut dire qu'on se revoit la prochaine fois, mais je vais écrire des articles sur les juges, dont j'en ai déjà, mais je vais les compléter en pensant à vous. Et la prochaine fois, on fait un atelier constituant. Ça veut dire, ça se passe comme ça. Un atelier constituant, tu bosses de ton côté, avec une feuille de papier, tu écris un article qui te semble bon, et ensuite, tu vas voir un copain et tu lui soumets. Et on en parle. Un atelier constituant, c'est quoi? C'est une conversation avec un crayon, qui parle de constitution. C'est pas compliqué. C'est tout seul, ou à deux, ou à trois. Au Zénith, on était 3000, mais on n'a pas besoin d'être 3000. Je veux dire, on peut très bien être tout seul. Et donc, la prochaine fois qu'on se voit, Karl, promis, si tu veux, je te proposerai 1 ou 2 articles, on mettra en incrustation, et puis on en parle. Et tu vas voir, la conversation de 2 honnêtes hommes qui réfléchissent à leur constitution, c'est extrêmement pédagogique. Ça va, d'abord, toi, ça va te montrer l'intérêt générique, systémique qu'il y a pour de simples citoyens à écrire, à penser et écrire les règles de leur représentation, mais tu vas voir aussi l'effet pédagogique pour les autres. Parce que on donne l'exemple quand on fait ça. Écoute, moi j'avais lâché la politique depuis belle lurette, mais tu me redonnes envie d'y goûter. Mais c'est la politique au sens noble du terme. Bien sûr. Le tirage au sort empêche les politiciens. Le tirage au sort, il organise forcément de la rotation des charges.
Si tu veux la rotation des charges, il faut que tu aies le tirage au sort. Et le tirage au sort, il va produire, que tu le veuilles ou non, de la rotation des charges et la déprofessionnalisation de la politique. Et donc, enfin, on refait de la politique. Parce que là, pour l'instant, les politiciens, c'est des voleurs de pouvoir. C'est eux qui prennent la politique, ils disent, la politique, je m'en occupe moi. Et ouais, mais quand tu fais ça, tu me la voles. Donc, il ne faut pas de politiciens. Mais la seule procédure qui va permettre cette mutation, c'est le tirage au sort. Merci Étienne. Je suis trop long, hein, pardon. Non, merci, c'était passionnant. J'ai appris plein de trucs. Et j'espère que ça a marché. En tout cas, moi, je vais lire ce que tu m'as dit de lire. Super. À bientôt. À bientôt, Karl. Merci pour ce que tu fais. Merci à toi.